Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de l'hiver 2026. D'ailleurs, nous sommes en plein dans la rentrée littéraire d'hiver puisque Jamal Ouazani vient de publier son recueil de poèmes, son premier recueil de poèmes, Feu de joie aux éditions Blast. Il est invité par les étudiantes et étudiants du Master 1 Politiques éditoriales. C'est vraiment leur choix, leur découverte de ce semestre et leurs recommandations. Vous allez voir qu'il y a de quoi se réjouir en effet. Et cette rencontre organisée en partenariat avec le service culturel, l'UFR des sciences de l'information et de la communication, l'UFR lettres, langues et sciences humaines et des sociétés, financée par la CEVEC, avec la collaboration de la bibliothèque universitaire qui nous accueille très aimablement. Donc cette rencontre se fait en présence de deux masters, master études culturelles et master politiques éditoriales, et du parcours culture média édition de licence 3e année. La rencontre est donc animée par deux étudiantes du master 1 politiques éditoriales que je vais laisser se présenter. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne rencontre, une très bonne écoute. À tout à l'heure. Donc bonjour Jamal Ouazani, on est Bonjour. très content de vous accueillir pour, comme ça a été rappelé, la parution de Feu de joie aux éditions Blast. C'est votre premier recueil de poésie et vous le publiez juste après un premier essai qui s'appelle Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et musulmane, qui est paru aux éditions Le Duc en 2024. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un peu vous présenter pour le public qui est là aujourd'hui, et on présentera un petit peu plus dans cette introduction le recueil aussi. Donc vous êtes un artiste multidisciplinaire, à la fois réalisateur, scénariste, podcasteur, auteur, et vous avez à cœur d'aborder dans tous les aspects de votre travail les questions de genre, de sexualité, de racisme et d'identité. Et avec Feu de joie, vous menez une réflexion sur les luttes antiracistes, féministes et queer, par le biais de la poésie. À travers ce recueil, votre récit personnel se croise avec ceux des combats collectifs et militants. En vous appuyant sur la joie militante, vous mettez également en avant le caractère sensible qui prend place dans chacune de ces luttes. Et c'est cette question de l'émotion qui semble aussi vous intéresser dans votre premier essai. Qui explore la force révolutionnaire de l'amour dans les cultures arabes. Donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de discuter de votre parcours, de vos influences, mais aussi d'explorer les thématiques de votre œuvre, donc principalement dans ce recueil de poèmes. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, le recueil se divise en 3 chapitres. Le premier s'intitule Border la colère et il traite, donc ce sont des poèmes qui traitent notamment de l'histoire coloniale, des violences policières, mais aussi des violences sexistes et sexuelles. Et le deuxième chapitre s'intitule Lutter avec joie, qui associe entre autres l'émotion de la joie à l'espoir donné par la résistance, mais vous parlez aussi dans ce chapitre de spiritualité et d'amour. Et vous concluez ce recueil de poèmes avec des poèmes autour de la sexualité et de l'intime. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer cette rencontre par la lecture d'un de vos poèmes. Avec plaisir. Ouais. Donc si vous voulez bien nous lire Oser l'espoir, qui est à la page 115. Merci beaucoup pour la présentation, elle est très complète. J'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'être ici du coup. Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je vais vous lire donc un poème. J'ai l'habitude de me lever, désolé pour le caméraman. J'ai l'habitude de me lever pour lire les poèmes. Celui-ci en général est un poème que je lis à la fin, mais qui en fait est aussi bien pour pouvoir bien commencer une journée et se réveiller un petit peu avec la thématique de l'espoir. Ça m'agace. Oui, ça m'agace, tous ces sphincters cousus par ce bruit blanc, tous ces poux synchrones que quand il faut se la fermer. Rien, j'ai dit rien de ce qui est inhumain ne vous est étranger. Rien. Vous faites chier. Ça fait du bien de péter un plomb. Dans l'aile depuis beaucoup trop longtemps. J'entends toujours, on peut rien y faire.
On peut rien y faire. On peut rien y faire. On peut rien y faire alors que ça sent le soufre en Martinique, le torrent du fleuve Congo, les sirènes de Beyrouth, la mer rouge de sang au Soudan, et puis Félestin, sa Nakba de l'aile. Et c'est là que Nakba blesse. Je suis mutilé par vos bouches zippées. Je suis sabré par vos absences. Alors je glisse dans les artères bouchées de ma ville, de ma vilaine envie de faire gicler le sang des nasillards, de faire bouffer des grenades antioxydantes qui explosent en bouche pour vous rappeler que vous en avez une et que vous n'en êtes pas digne. Toutes ces excroissances sous mon épiderme, c'est mon corps qui bulle, comme ce papier contenant les âmes vagabondes, ayant trouvé refuge, prêtes à se faire éclater, juste par plaisir compulsif, par des doigts sadiques ou par des averses d'épines. Chaque appel à l'aide porté disparu, chaque taillade au canif disparu derrière la porte. Oui, c'est ça. C'est ça, regardez vos pieds. Plantez-les dans le sable, qu'on ne voit pas vos orteils fuyants, vos sourires de pantomime, vos corps cultivés par l'étiolement. Plantez-y des écrans branchés sur la TNT. Dynamitez vos cerveaux abrutis par les buzz au lieu d'apprécier le chant des abeilles, au lieu de goûter au miel d'acacia, au lieu d'enfanter des cumulonimbus. Moi, je vous dis, priez. Priez et troquez le langage fleuri pour celui des fleurs et de leur pollen qui s'égare dans mes végétations, au lieu d'évacuer l'immondice ou d'éjaculer de nouveaux mondes. Essayez plutôt mes plâtres pailletés, essuyez-les, pendant que je démoule au chalumeau les derniers fragments de joie que vous vouliez tant calmer, parce qu'elles gênent votre paix. Elle perturbe votre paix, elle veut mettre du chaos dans vos impostures, elle ouvre le bal des comètes inespérées, elle vous met chaos. Mais vous savez, il ne faut pas avoir peur de son ombre, elle ne vit pas sans lumière. Alors, cueillons ensemble les rires sous les ruines. Je vous assure, personne ne se paume en tendant la main. Je vous propose l'ultime serment. Faisons du bouche à bouche à l'espoir. Merci pour votre lecture. Plaisir. La joie constitue pour vous donc un moyen d'action, de résistance. Comme plusieurs penseurs, Bell Hooks, Shura Makaremi, vous pensez l'émotion comme un sentiment politique, capable à la fois de faire du lien, comme de nous diviser. Parmi toutes les émotions, pourquoi la joie ? Pourquoi la joie ? Déjà parce qu'en fait, on n'a pas le choix pour rester en vie que de se mettre en joie. Oui, effectivement, Bell Hooks, c'est mon autrice préférée, c'est celle qui a vraiment constitué ma pensée autour de l'amour déjà, avec ce premier essai en effet, et qui m'a fait comprendre que ces émotions étaient en fait plus que des émotions, que c'était des moteurs de la révolution. C'est-à-dire que pour Bell Hooks, l'amour, c'est un sentiment, mais c'est surtout un pouvoir révolutionnaire qu'on peut reprendre et qui dépasse la question romantique de la Saint-Valentin et du capitalisme affectif et du capitalisme sexuel, de voilà, ces corps interchangeables, etc. On est vraiment dans une dimension de l'amour qui, moi, rejoint celle que j'ai en tant que musulman, par exemple, puisque vraiment la question de l'amour, elle est omniprésente dans le discours autour de ma religion, de l'islam, et en même temps,
elle est constamment tirée vers son opposé par les dissidents, par les médias principaux, etc. Et donc le principe, c'est de refaire de l'amour une politique et une poétique qui puisse nous ménager. Et pour moi, il y a deux voies principales et qui a du coup poussé, qui m'a donné l'élan vers ce recueil de poésie. C'est d'une part la colère qui très souvent est tue, surtout pour des corps qui sont racisés, des corps qui sont musulmans, des corps qui sont minorisés en général dans l'espace public. Eh bien, la colère, je dis qu'elle est légitime, je dis qu'elle est importante, je dis surtout qu'elle est capitale pour pouvoir exprimer l'amour. Parce que pour moi, la colère, c'est vraiment la version la plus explosive de l'amour. La colère, c'est quelque chose qui... Parce que je me demande plutôt pourquoi on n'est pas assez en colère. Je pense qu'on devrait être encore plus en colère. Mais il y a une différence entre la colère, cette rage assassine dont parle Bell Hooks encore, c'est le titre d'un de ses ouvrages, et l'aigreur qui vous rancit de l'intérieur, qui vous ronge, qui vous rend du coup aigri et qui surtout vous recroqueville sur votre propre identité. L'idée, c'est vraiment que la colère puisse être motrice d'une action. De la même façon, je ne peux pas vivre ma colère sans vivre ma joie. Parce que la joie est le moteur, encore une fois, de cet amour, sa version la plus contagieuse. Elle nous contamine. C'est-à-dire que je vous mets au défi de voir un enfant avoir un fou rire et n'avoir aucune émotion. Et là, il faut se poser des questions. Je vous mets au défi aussi, de l'autre côté, vraiment dans la pire des situations. Je pense encore une fois au génocide à Gaza. Quand on voit les enfants de Palestine qui dansent la dabké à 5-6 ans sur les ruines de leur ancien logis, avec des membres de leur famille sous les décombres, la joie nous oblige de ce côté-là de l'humanité. On ne peut pas, je ne dirais pas que la joie est un choix pour tout le monde, mais je dis que c'est un chemin. C'est-à-dire que la colère et la joie sont des versions explosives, éclatantes, contagieuses de l'amour. Et je crois que ce sont des moteurs essentiels. J'ai lu un poème sur l'espoir. Pour moi, c'est ce qui donne l'espoir, en fait. C'est-à-dire que l'espoir est à la fois ce qui permet à l'amour de devenir un horizon pour nous. C'est quelque chose qui fait que, moi je parle dans mon premier livre, je dis que l'amour est une horizone, c'est-à-dire un espace où on pourra tous être qui on veut être et qui on veut prier, etc. C'est avec qui on veut être dans la vie, etc. Et donc je pense que la joie, elle a cette capacité à nous mouvoir et nous émouvoir. Et cette question de l'émotion, de la résistance affective, comme Shora Makaremi en parle très bien, c'est ce qui permet les révolutions. Moi, j'ai proposé une révolution de l'amour. Et ce qui me fait aussi clairement penser au fait que la joie, elle nous met dans l'émotion comme dans la motion. Et je vous rappelle que, pour finir, que la racine étymologique de émotion est la même que pour émeute. C'est-à-dire qu'on a vraiment un mouvement. Et la poésie, pour moi, ce n'est pas simplement une mise en mots, c'est une mise en joie des mots entre eux. Je dis, moi, du coup, souvent que la poésie, c'est quand les mots font l'amour. C'est quand les mots se retrouvent, ont un frottement, se mettent en joie, se mettent en jeu de mots, jusqu'à ce qu'ils fassent l'amour et qu'ils nous mettent en joie, nous. Et bien justement, à l'instant, vous parliez donc d'émotion. Dans Feu de joie, vous traitez l'émotion de manière très intime, alors que donc, dans votre précédent essai, vous l'abordiez avec beaucoup plus de distance. C'était quelque chose de beaucoup plus référencé, avec un contexte historique. Et du coup, pourquoi avoir changé de registre, justement ? Alors, en fait,
Je pense qu'on change de registre tout simplement parce que c'est plus du tout le même genre, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment dans une dimension du passage de l'essai à un recueil poétique. Le recueil poétique, ça ment pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher, si on veut vraiment écrire de la poésie, on peut plus se cacher derrière des mots. Et je pense justement qu'il y a une dimension très traîtresse à certaines façons d'écrire de la poésie qui est juste la joliesse des mots. C'est-à-dire que moi, je me suis interdit à même aimer la poésie, ne serait-ce que même la lire, parce que du coup, a priori, la poésie, c'est chiant. C'est Baudelaire au collège, c'est au lycée les contemplations de Victor Hugo qu'on est obligé de se farcir avant le bac, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'une imposition qui en plus n'est pas le langage actuel, qui n'est pas le langage quotidien. On s'y retrouve pas. C'est des mots en plus qui remontent à une certaine forme d'élitisme académique. On est obligé de parler de concours de la poésie pour pouvoir être enfin vu en tant qu'auteur ou autrice contemporaine. Et puis, la poésie, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui sont bien nés, qui sont voilà, qui ont été dans une certaine forme de bourgeoisie, voilà. Et pour le reste, il y a le slam et le rap. Moi, par exemple, quand on m'invite en tant que poète, on me présente en tant que slammer. Ce qui est évidemment une vraie information sur comment on me perçoit en tant qu'auteur racisé. Et évidemment, moi j'adore le slam et le rap, mais ça ne veut pas dire que je suis forcément slammer ou rappeur parce que je fais de la poésie. Et c'est la même chose qui s'est passé pour Kerry James, par exemple. Donc, ou on pourrait dire pour Youssoupha, etc. Ce sont des personnes qui ont pris leur sensibilité du côté de la poésie. Pareil pour les auteurs haïtiens, haïtiennes, Rodney Saint-Éloi, etc., qui viennent poser une sensibilité particulière, Édouard Glissant à l'époque, mais qu'on n'attribue pas à la même hauteur que les grands. Et quand je dis les grands, je ne dis pas les grandes, parce que les grandes, pareil, ont été complètement effacées de la circulation littéraire, malheureusement. À part, du coup, la remontée aujourd'hui des Louise Labbé, etc., parce que les mouvements féministes font remonter ça. Mais donc, le principe même de la poésie, c'est de faire surgir l'intime. Et c'est en ça que je dis que ça ne ment pas. Je ne peux pas écrire... voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je n'ai pas envie d'écrire sur la troisième maison de vacances de ma grand-mère et de la façon avec laquelle elle m'a fait sa verveine ou son tilleul du jardin et lire de la poésie en écoutant Chopin. Voilà, c'est pas du tout ça pour moi la poésie. La poésie, c'est une arme de résistance et de réenchantement. C'est une arme qui est plutôt une armure. C'est plutôt une façon justement de dire avec les mots ce qui nous part, ce qui nous orne en tant que corps, en tant que corps aussi défendant dans une société qui nous écrase. Et je crois que l'essai, c'était effectivement pour les autres que je l'ai écrit. C'est-à-dire, je vais vous partager un peu ce que j'ai découvert comme dinguerie absolue de ce qui n'a jamais été dit, par exemple dans le Coran, par exemple dans dans ma culture marocaine, etc., etc. Et puis essayer de le sociologiser, de le rendre plus anthropologique, avec des études, etc. Là, on est vraiment sur une sorte de logorée verbale qui sort des tripes, qui est vraiment viscérale. Et je pense que c'est là où l'art naît. On n'est plus sur simplement une information donnée, puisque mes poèmes, du coup, ce serait résumé à des titres. C'est-à-dire, voilà, ce poème parle d'eux. Et bien, on n'est plus sur une information, on est sur l'art d'émouvoir. Et pas parce que j'ai envie de vous faire pleurer ou vous faire rire. C'est pas un art du pathos, c'est un
un art de vous faire découvrir mon univers et de trouver une façon de relier l'extrêmement intime à l'extrêmement universel. C'est comment vous n'avez rien à voir avec moi et vous pouvez aussi avoir soit vécu la même chose, soit sentir entrer dans une forme d'empathie non sélective avec quelqu'un qui est radicalement différent de vous par nature. Et donc du coup, il y a dans la poésie cette émotion qui, je pense, est de l'ordre de la magie. Parce que moi je dis que c'est un parcours thaumaturgique, c'est-à-dire que vraiment on arrive à un stade où moi, quand je l'écris, ce poème, eh bien, j'ai une émotion. Quand je le lis 2 jours plus tard, j'ai une autre émotion. Et je me dis, mais il est fou celui-là. Et en fait, non, c'est moi qui l'ai écrit. Et il y a déjà une dissociation assez forte entre le poème et celui qui ne se dit pas encore poète, d'ailleurs. Et ce, évidemment, aussi pour des raisons coloniales, des raisons racistes, etc. Intériorisées. Et donc, il y a vraiment cette dimension de détachement, de dissociation, jusqu'au moment où on se dit, OK, mais maintenant, je vais le lire à haute voix devant des gens. Là, j'ai encore un autre rendu. Donc, imaginez bien que quand vous recevez le recueil ou que vous lisez un des poèmes, c'est encore une autre émotion qui vous appartient. Et quand vous m'entendez le lire à haute voix, j'imagine que vous qui avez lu le recueil, c'est encore autre chose qui vient s'ajouter ou qui vient être entendu différemment, etc. Ça, c'est magique. Parce que ça permet justement de sortir de la littéralité des mots. Les mots ne veulent pas juste dire ce qu'ils veulent dire. Ils ont autre chose à dire pour vous. Et je crois que c'est ça le pouvoir de la poésie, c'est que ça fait justement émerger l'émotion et l'émeute en vous. Qu'est-ce que ça vient faire comme révolution intérieure? Et ça, c'est l'intime devenant politique, c'est vraiment une des thématiques principales des féminismes des années 70, vraiment sur le personnel qui devient politique, puisque c'est une structuration de la société. Donc concrètement, moi, j'ai vraiment voulu donner mes viscères en mots. Pas parce que c'était un acte vraiment un peu vulgaire ou un peu, voilà, une forme de dénudement qui serait, comment dire, trop voyeuriste, etc. Mais c'est plutôt parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a des choses qu'on a envie de dire parce qu'on sait que quelqu'un aussi l'a vécu, mais ne sait pas forcément le mettre en mots. Peut-être ces personnes-là aura d'autres mots. Mais là, au moins, on sent que la résonance se fait. Et donc, je crois que l'art de la poésie, c'est un art du mouvement, de la mise en mouvement des mots, et un art de faire lien. On l'a entendu dans votre lecture de Oser l'espoir au début de la rencontre. Votre poésie, elle est très liée aussi à l'émotion religieuse. Et du coup, quel rôle la spiritualité a-t-elle joué dans l'écriture de vos poèmes ? Alors, moi, la spiritualité, elle est omniprésente, en fait, puisque... Donc moi, c'est pas, donc je l'ai déjà dit, je suis musulman, je suis né au Maroc, j'ai grandi dans une famille musulmane. Mais ce qui pourrait être intéressant à dire quand même aujourd'hui, c'est que à la veille de Ramadan, enfin on ne sait pas, on verra ce soir, à la veille de Ramadan, c'est que je pense que tout croyant ou toute croyante aurait une forme de mensonge à dire qu'on ne doute pas. Je pense que la foi est complètement connectée au doute, jusqu'au moment où il n'y a plus de doute sur au moins la présence du Créateur, en l'occurrence pour moi, Allah. Et là, c'était vraiment un parcours aussi de soins spirituels que d'écrire ce recueil poétique, puisque j'ai, comme beaucoup, et encore une fois, là, il pourrait y avoir une certaine forme d'hypocrisie généralisée à dire que c'est pas le cas, mais en tout cas, comme beaucoup d'autres personnes musulmanes, plus jeunes que moi évidemment, j'ai grandi avec l'islam, j'ai grandi au Maroc jusqu'à 17 ans, donc j'ai grandi avec la spiritualité qui était omniprésente. Voilà, ma famille était assez pratiquante, etc. Et en même temps, voilà, dans une forme, la pratique encore une fois, en montrant que
la pratique n'a rien à voir avec la question de l'ouverture ou de la culture ou de voilà. Et donc je crois que il y a vraiment ce respect de la pratique ainsi que de la spiritualité, du rapport vertical qu'on a avec Dieu. Cette verticalité-là, elle m'a été transmise tout au long de ma vie, mais la pratique et le fait social qui met en pratique les individus, c'est-à-dire tu dois faire ta prière, tu dois faire Ramadan, etc. Cette injonction euh, pour le dire de manière très compliquée, ce sont des hypostases de Dieu, c'est-à-dire qu'ils s'incarnent comme voilà, représentant direct de la déité pour dire ah non, tu devrais faire ça, sinon tu vas en enfer, etc. Cette dimension-là, elle fait reculer pour moi plus qu'elle ne fait avancer vers une pratique religieuse, puisque la connexion est perdue, il n'y a plus de Wi-Fi. Et donc c'est dans cette dimension-là que un beau jour, il y a maintenant 6 ans, en 2020, j'habitais à l'étranger et j'ai décidé de ne pas faire Ramadan pour la première fois de ma vie. Ce qui était pour moi un pas énorme parce que voilà, c'était un peu la transgression ultime dans ma pratique. Voilà, c'est un peu le truc que j'ai toujours fait pour me relier constamment. Et paradoxalement, c'est là où j'ai pas pu m'empêcher de m'enfermer tous les soirs. Je me souviens avoir pris des jours de congé pour m'enfermer tous les soirs avec un Coran. Et je me suis enfermé vraiment à clé et j'ai lu et lu et lu tout le mois de Ramadan le Coran. Sans vraiment me rendre compte que c'était encore Ramadan parce que j'avais décidé de ne plus le faire. Donc je mangeais, etc. Et paradoxalement, c'est là où je me suis senti le plus musulman. Parce que j'ai enfin fait ce que beaucoup ne font pas, c'est-à-dire lire par eux-mêmes le livre saint, essayer de comprendre par moi-même ce que ça dit. Et là, il y a vraiment un parcours de connexion spirituelle qui s'est établi. Là, il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de la révélation, qui n'est pas juste la transmission de ce que ma grand-mère me disait de ne pas faire, etc. Et cette transmission, cette révélation, la beauté des mots, la musicalité aussi de ce qui commence à rentrer dans ma tête, commence à toucher mon cœur, etc. Il y avait une beauté qui m'a rappelé à évidemment quelque chose qui me dépassait, de transcendantal en fait. Et à partir de là, en fait, tout ce que j'ai fait a presque, j'allais dire, bon, c'est un vocabulaire un peu missionnaire et guerrier, mais comme si j'avais servi Dieu quelque part dans cette dimension-là. Donc je suis pas un illuminé, hein, voilà. Vous n'allez pas m'en trouver, je l'espère, dans les affaires Epstein, mais il y a vraiment cette dimension de la spiritualité qui reconnecte avec quelque chose de très intime. En islam, dans le Coran, il y a un passage qui dit que Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que vraiment, il est sous même le pouls qui donne la vie. Et donc cette proximité-là, elle a été réincarnée dans un discours, dans mes propres mots. À partir de ce moment-là, il y a eu une libération de la parole poétique qui, pour finir, n'avait pas émergé jusque-là, pas parce que j'étais pas poète avant, mais parce que justement, les premières phrases, les premiers mots que j'ai écrits sur un papier, c'était de la poésie quand j'étais petit. Mais être poète à 5 ans pour un petit garçon au Maroc, c'était pas évident. Parce que c'est pas vraiment un truc de garçon. A priori, je devais d'abord taper dans un ballon, quoi. Et du coup, j'ai jeté par centaines les poèmes que j'écrivais en cachette. Jusqu'aux anniversaires de ma grand-mère, où j'avais le droit, du coup, de lui offrir un petit sonnet ou une petite strophe, quoi. Et tout le reste était jeté. Et depuis, j'ai refoulé le contenu dans l'intime, dans l'inconscient, dans mes images, dans la métaphore, jusqu'au moment où arrive cette spiritualité qui s'est exacerbée et qui m'a en fait fait, je vais le dire, dégueuler un contenu poétique qui m'a fait presque un coming out poétique en fait. Quelque chose de... Je pouvais plus le garder pour moi et boum. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Et depuis,
Je ne peux pas séparer la spiritualité de mes moments d'évasion poétique. Très bien. Et bien pour conclure du coup cette première partie sur l'émotion et l'intime, je vous propose de nous faire la lecture de Dieu est une brûlure, qui est un autre recueil du poème. Pour ce poème, c'est vous qui avez choisi hein, les trois poèmes. Merci pour ça, parce qu'ils sont tous les trois chers à mon cœur. Celui-ci, il est particulièrement parce que c'est un poème que j'ai écrit à la mort de ma grand-mère, il y a un peu avant la parution du recueil, et qui du coup pose évidemment les questions de pourquoi elle, pourquoi moi, Dieu, pourquoi, etc., etc. Et j'ai écrit donc ce qui m'a rappelé ma relation intime à Dieu. Et donc j'ai écrit ce poème qui s'appelle Dieu est une brûlure. Et comment on appelle ça, un chapelet, ce rosaire est la seule chose que j'ai gardée du coup de ma grand-mère. Donc j'ai pour habitude de le sortir à chaque fois. J'égrène un rosaire d'étoiles bleues. À chacun des versets, mon sang, pour inverser mon sens qui ricoche dans le pharynx. Dois-je fondre pour que tu te noies en moi? Ya Allah, dois-je fondre pour que tu te noies en moi? Quand le soleil est là, je préfère l'éviter. J'ai déjà l'épiderme en sequin, j'ai les doigts fripés à force de te chercher dans le limon. Je tamise la terre entière pour retrouver tes signes, ayat, tes signes de vie éternelle. Je récite tous tes alphabets en flattant le flanc des montagnes, avec ces morts qui neigent sur ma terre brûlée. Il s'accroche à mes cils pour sortir de l'invisible. La nuit tombe amoureuse de deux amours, un amour d'émancipation et un dont toi seul es digne. Ya Allah. Une étoile filante se promène sur la canopée, sûrement un de tes clins d'œil. Il est faux de dire que seule la faux tient ses promesses. Il est faux de dire que seule la faux tient ses promesses, puisque, Ya Allah, tu as répondu omniprésent à toutes mes génuflexions. Allaité par la lune, j'observe la transhumance des anges gardiens pendant la nuit du destin jusqu'au désexil. Les djinns tâtent mon galbe au trident alors que le ciel grimace. Mais c'est toi qui décides de ma stèle. Tu débusques mes peurs quand ma poitrine flageole. Tu traces des ajours sur mon terrain vague. Tu combles les rigoles sur mes joues creusées par mes pleurs. Tu sais épeler mon âme. Tu sais bien que j'éplucherai mon corps juste pour que tu t'y disperses, que tu me gratifies de ta lumière que j'épelle à mon tour AMOUR, que tu me béatifies de ta brûlure au énième degré pour graver tes 99 noms dans la nuque de la quiétude. Tu n'es pas dans mon cœur, je suis dans le tien. Alors je t'implore, Ya Allah, creuse une alcôve dans ton vestibule droit pour y loger toutes mes prières. Parce qu'à la fin, quand tout aura brûlé, je ferai les pèlerinages où
je pourrais me rouler dans la glaise de l'univers pour fabriquer rien que pour toi, ce nulle part ailleurs, ici et maintenant, ha huna wal an, ici et maintenant, le seul temple des promesses tenues. Donc vos poèmes évoquent aussi bien les représentations des Arabes dans l'imaginaire collectif que l'histoire coloniale. Vous faites notamment référence au 17 octobre 1961, où des Algériens ont été tués par les autorités françaises lors d'une manifestation pour l'indépendance de l'Algérie. Donc comment faites-vous le lien entre ces représentations de l'histoire coloniale comment faites-vous le lien entre ces représentations et l'histoire coloniale dans vos poèmes ? Oui, c'est une excellente question. En fait, je pense que c'est un lien organique. Je réfléchis pas tant à essayer de caser pour faire bien, pour faire joli. Voilà, là, je vais mettre lutte autochtone. Là, je vais mettre un peu de Amazigh. Là, je vais mettre un peu de résistance algérienne. Là, je vais mettre Palestine. C'est plutôt... Et puis, je n'écris pas sur la colonisation. J'écris depuis un point de vue de personnes situées en tant que personnes encore colonisées culturellement, encore colonisées dans les faits par les factions policières, par la question évidemment décoloniale. Quand on est militant antiraciste décolonial, on arrive très peu à faire surface dans les médias bollorisés, évidemment, et puis au-delà de ça, dans les médias en général, en tant que personne entièrement qui on est. Et je crois que, bon, il faut dire quand même que j'ai écrit quand même ce livre, effectivement, à la suite de Amour, qui était un livre, effectivement, très référencé de ce point de vue-là, et je ne peux pas m'en sortir dans l'écriture de cette poésie sans avoir tiré mon chapeau à toutes les personnes de la constellation des artistes et des autoristes qui m'ont accompagné. Et parmi ces personnes, oui, il y a eu Bell Hooks, bien sûr, il y a eu Audre Lorde, qui était une très grande poétesse afro-américaine, lesbienne, qui a écrit vraiment des chefs-d'œuvre. James Baldwin, mais aussi Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien qui du coup a tragiquement été encore plus connu avec ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et je crois que la question coloniale, elle est intime à moi, même si je ne suis pas algérien et donc je n'ai pas vécu non plus le 17 octobre 61. Mais il y a, dans un des poèmes, je dis parce que c'est vous qui me noyez dans la malsaine. Et en fait, c'est un peu cette reprise-là qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est notre histoire à tous, finalement. C'est-à-dire y compris celle de la blanchité, de la domination, etc. Et je crois qu'on a besoin de non seulement se la réapproprier en mots, mais aussi de clarifier que ça s'est passé. Puisqu'on vit quand même dans une ère de la post-vérité où maintenant il y a des faits alternatifs, il y a l'IA, il y a les deepfakes, etc. Et on a besoin d'inscrire dans la postérité ce qui s'est passé antérieurement. Et je crois que Frantz Fanon ne pouvait... Je ne pouvais pas écrire en fait Feu de joie sans avoir encore relu une 10e fois Peau noire, masque blanc. Parce que, en fait, je me rappelle à chaque fois à quel point le décolonial, ce n'est pas simplement sortir d'un territoire, c'est sortir de nous. C'est-à-dire que culturellement, linguistiquement, on doit pouvoir dépasser ce que le colonial a laissé en nous. Moi, par exemple, je n'ai pas écrit en arabe, alors que c'est ma langue maternelle. Je l'ai écrit dans la langue anciennement coloniale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué tout le long de l'écriture du recueil, puisque il y a une forme de paradoxe à ça, de réclamer
un retour presque aux sources, mais en même temps d'écrire le mieux possible en français, parce que j'écris mieux en français qu'en arabe. Mais ça, c'est aussi parce que j'étais littéralement à Casablanca en mission française. C'était le nom de l'école du lycée Lyautey, qui était en plus le nom du maréchal qui a instauré le protectorat au Maroc en 1912. Donc, on est vraiment colonisé à tout moment. L'histoire de France que j'étudiais au lycée au Maroc était une histoire vraiment qui était proprement coloniale, où il y a eu un effacement total. Donc en fait, toute la tradition littéraire que j'ai eu à absorber avant ces 10 dernières années était foncièrement biaisée. Et donc moi, j'ai rebiaisé, pardon, j'ai réassigné les mots poétiques. Moi, je pense que c'est ça le pouvoir de la poésie, c'est l'insurrection qui permet la réassignation des mots. De dire, mais en fait, je me réapproprie, je me réappartiens dans cette langue. Et en fait, vous savez quoi? La langue française, c'est aussi ma langue. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, maintenant, elle est mienne. Elle a été faite mienne. Elle est devenue ma langue maternelle par une mère coloniale, certes, mais elle est redevenue ma langue maternelle. Et l'arabe et l'amazigh sont devenus des langues presque grand-maternelles. Donc, qui la précèdent, mais qui viennent aussi informer. Moi, je pense que j'écris aussi en arabe en écrivant en français. Dans la sonorité, dans la façon d'écrire, dans la rythmique, etc. Et donc, je crois que Kateb Yassine, l'écrivain algérien, le grand écrivain algérien, il disait, dans Le poète comme un boxeur, il disait, la langue française est mon butin de guerre. C'est-à-dire, vous êtes venu coloniser, vous m'avez laissé ce trésor, bah, je vais prendre le trésor en fait. Et si je dois écrire en français, j'écrirai en français. Et quand je voudrais pas que vous me compreniez, bah, je vais parler en arabe. Et donc cette notion-là, avec Kateb Yassine, avec Mahmoud Darwish, qui écrit comme personne l'exil, qui écrit comme personne le fait de perdre sa terre, de ne pas pouvoir y retourner, la Palestine comme métaphore, etc. Moi, c'est ce qui vient infuser tout mon discours sur non pas simplement un retour aux sources comme on irait à Marrakech en été, mais plutôt quelque chose qui vient parler d'un amour qui transcende simplement l'origine. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de se dire « moi, je suis fier d'être marocain ». C'est pas ça. Mais pourquoi, genre, est-ce que tu aurais aimé le Maroc si tu n'étais pas marocain? Pourquoi tu l'aurais aimé? Est-ce que c'est juste une fierté? De la même façon que, est-ce que tu aurais aimé tes parents si ce n'étaient pas tes parents biologiquement, avec le même sang et le même ADN, etc. Si on retire toute la symbolique, est-ce que tu fais le choix d'aimer? De la même façon, est-ce que je fais le choix de poétiser le monde alors qu'il est en ruine? Est-ce que je fais le choix d'aimer alors que tout le monde veut me haïr? Oui, là, il y a un choix. Et ce choix d'aimer dans un monde qui est, c'est la révolution. On va aborder maintenant quelque chose de central dans votre recueil, c'est votre style d'écriture. Donc, dans votre recueil, vous détournez les codes stylistiques et typographiques de la poésie. Vous adoptez aussi un registre humoristique qui parfois contraste, même souvent contraste, avec la gravité des sujets évoqués. Est-ce que cette liberté sur la forme du texte vous a été permise par la poésie et surtout, quel sens lui donnez-vous à cette liberté? C'est une excellente question, merci. La poésie, pour moi, c'est en fait l'endroit de liberté de parole et d'écriture qui est inégalable et inégalé. En fait, si j'ai envie de mettre sur une seule page blanche un point, je le fais, il y a quoi? En fait, c'est la liberté ultime. Je néologise beaucoup. Et c'est, encore une fois, une entreprise décoloniale de néologiser. C'est-à-dire, si c'est ma langue aussi, et pas que celle de Goncourt, je vais pouvoir inventer des mots. Il y a quoi? Et à partir de là, qu'on construit nos façons de dire le monde, nos façons en tant que personnes à l'intersection de multiples identités qui peuvent être opprimées, et qui le sont souvent malheureusement. Donc, c'est récupérer le pouvoir de dire l'immonde.
C'est récupérer le pouvoir de dire notre monde comme il a été terni par l'oppression, la domination. Et je crois que c'est avec la forme aussi qu'on y arrive. C'est-à-dire, ah, tu pensais vraiment que j'allais mettre une majuscule après le point? T'as pas encore compris. En fait, c'est aussi un art de la surprise, un art de la contrepétrie, c'est-à-dire, ah, tu pensais que ça allait finir? Eh ben non. Et ça, c'est déjà une forme de bras de fer avec la norme. Et je pense que c'est ça qui est central dans l'écriture poétique, c'est que il n'y a plus la règle qui fait que il faut respecter du coup les mystiches et le sixième pied doit revenir à une rime riche parce que ça revient à la strophe numéro 2 pour que ça fasse un sonnet. Non, en fait, ce qui prévaut, c'est de ne pas suivre justement l'unique façon baudelairienne, nervalienne, de faire de la poésie romantique, etc. Je crois que la poésie, c'est un art de l'insurrection, encore une fois, qui permet de déjouer le sens des mots et de rejouer avec ensuite, comme des Legos, en fait. Et bah oui, des Legos, ben, normalement, on va construire un château, il y aura les douves, il y aura les trucs, etc. Bah, si moi, j'ai envie de faire un Kandinsky avec mes Legos, je dois pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on m'y autorise ou que je m'y autorise. Et que je dise, tu sais quoi, bah moi, j'ai envie de faire pas du tout le château, j'ai toutes les pièces de faire avec, mais du coup, je vais construire autre chose. Ça va donner du coup un pan royal qui a des ailes de feu. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui permet, avec la poésie, de s'inventer et de redonner du sens aux mots. Et je crois que c'est ça qui est essentiel pour moi dans l'écriture poétique. Et je voudrais quand même ajouter une dernière chose, c'est que j'écrivais déjà dans Amour que la poésie, pour moi, c'était une forme de prose queer. Parce qu'elle permet de dévier de la norme linguistique pour récupérer la liberté de la langue. C'est-à-dire que la poésie, c'est ce qui rend la langue vivante, comme l'amour rend vivant le monde. Et je crois que la poésie, c'est particulièrement, et ça se voit aussi dans les lectrices qui achètent de la poésie en librairie, c'est quelque chose de très queer, puisque ça vient justement déranger l'ordre établi. Ça vient non pas dire la déviance, mais la déviation de la norme. C'est-à-dire, non, nous ne sommes... Et queer, je rappelle, hein, pour tout le monde, queer, ça vient d'un mot qui était insultant à la base. Dans les années 60, en Grande-Bretagne, on appelait queer les personnes LGBTQIA+, pour les insulter, pour dire voilà, les mots qu'il ne faut pas dire aujourd'hui. Et ça a été réapproprié, donc ce qu'on appelle un retournement du stigmate en sociologie, ça a été réapproprié par la communauté elle-même pour dire, en fait, yes, I'm queer, now what? Qu'est-ce que vous allez faire? Et cette queerness, elle est constamment, effectivement, dans mon type d'écriture poétique, puisque elle vient déranger, elle vient aussi dire, par exemple, et promis, je finis là-dessus, par exemple, que j'ai eu beaucoup honte des jeux de mots que je faisais. Il y en a beaucoup, comme tu as pu le voir. Mais en fait, ces jeux de mots, l'ensemble de... Enfin, c'est transgénérationnel même. L'ensemble des personnes pensent que c'est pour faire rire. Un jeu de mots, c'est pour faire rire, c'est pour amuser les galeries. C'est souvent d'ailleurs plutôt mauvais, c'est plutôt gênant. Les humoristes bas étage font des jeux de mots. Nous, entre copains, copines, on essaye de faire des jeux de mots, mais du coup, t'es pas drôle, etc. Ou même les jingles, on n'a même pas besoin de se le dire, parce que point, 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 on sait tous que c'est déjà mauvais signe parce que tu vas pas être drôle. Mais moi, je cherche pas à être drôle. Les jeux de mots, encore une fois, queerisent la langue. Ils viennent réassigner quelque chose du sens des mots pour permettre de réinventer complètement et de se dire mais moi c'est pas gratuit, c'est-à-dire que ça c'est important à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de gratuité dans les jeux de mots, c'est pas parce que j'ai bien trouvé que ça rimait bien ou je sais pas quoi, ça c'est vraiment pour moi un peu plus interdit à faire parce que c'est plutôt pour redonner du sens autre
à quelque chose. Et je crois que c'est ça la magie, encore une fois, du poétique, c'est que ça vient réinvestir de la signification dans les mots grâce au jeu de langue. Et je crois que c'est vraiment de l'ordre de... oui, voilà, il y a ce rapport du JE à JEU. Et quand on joue, il y a quelque chose presque de la jouissance. On jouit de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, de très désirant dans l'écriture poétique, puisque ça peut aller dans tous les sens, justement. C'est infini. C'est comme si on vous disait que vous n'avez plus de limites sur les choses. Là, on vous a toujours limité. Et ça, précisément, moi, ça allume tous les feux en moi. Et c'est ça, précisément, qui mène du jeu à la jouissance, à la joie. Oui, bah, du coup, pour la dernière question, plus du coup, sur les enjeux éditoriaux. Donc on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi les éditions Blast pour publier votre recueil. Et on a aussi remarqué, du coup, dans notre promotion de politique éditoriale, que votre recueil bénéficie d'une bonne mise en place. Par exemple, il y a aussi une rencontre chez Violet & Co qui est prévue la semaine prochaine. Et du coup, on voulait savoir comment s'est passé l'accompagnement éditorial et au niveau aussi de la diffusion de votre ouvrage, comment ça s'est passé ? Oui, excellente question. Donc là, c'est le moment promo pour Édition Blast. Alors, je le dis parce qu'en fait, c'est pas du tout gagné. Pas pour Blast, mais pour les éditions en général. Je vais peut-être me mettre tout le monde à dos parce que, bon, je suis pas en odeur de sainteté ici pour le coup, mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très, très difficile pour des autoristes qui sont au croisement d'intersections qui sont pas très désirables dans la société. Puisque, encore une fois, dans l'ère de la valorisation et dans l'ère aussi de la fascisation des opinions, on arrive à, avec un objet culturel qui serait un recueil ou même un essai, je ne parle pas des romans, mais un essai ou un recueil, c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un. Puisque c'est pas tant la forme que vous proposez en tant qu'auteur ou autrice qui dérange la maison d'édition, qui va dire « Ah, c'est pas encore abouti, revenez dans un an. Ah, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un style plus, plus renforcé là-dessus. Ah, on aurait aimé que ce soit plus léger, etc. etc. » Non, c'est plutôt on ne prendra pas le risque de parler d'islam. Ah, vous parlez trop, vous défendez trop les femmes noires. Je vous dis juste ce qu'on m'a écrit en mail. Nous ne croyons pas au fait que les femmes musulmanes puissent être profs à l'université. C'est trop bizarre pour vous. Ça, c'était une éditrice de gauche blanche qui me disait j'ai pas de problème avec le fait que vous soyez un homme féministe, mais un homme musulman féministe, c'est trop pour moi. J'en passe, je pourrais passer l'après-midi là-dessus. On aura un moment convivial justement pour partager après. Mais et puis évidemment, vous avez aussi les éditeuristes qui sont racisés, qui sont du coup dans une forme de racisme intériorisé, qui veulent pas que d'autres personnes viennent quand elles sont racisées, ou personnes, par exemple, d'autres personnes, des éditeurs, par exemple, qui sont des hommes gays blancs et qui n'aiment pas trop l'idée que des personnes queer ou des personnes queer musulmanes, noires, etc., puissent rentrer dans le cercle en tant qu'auteuriste, etc. Donc c'est vraiment un enjeu de taille de trouver une maison d'édition qui puisse respecter la parole. Et moi, très généralement, il y a toujours un moment où on me dit « Ah, je suis d'accord avec toi » jusqu'au moment où tu dis que les travailleuses du sexe ont le droit à la sécurité sociale. Ou je suis d'accord avec toi jusqu'au moment où tu dis que les personnes trans sont des personnes. Oui, en fait, indeed. Etc., etc. Donc il y a toujours un moment où je me retrouve face à quelqu'un ou à un mur de cette personne-là qui m'impose une forme d'écriture qui doit être amputée d'une partie de non seulement mes idées, de mes luttes, de mes combats, mais aussi de mon style d'écriture. Puisque dans le recueil, par exemple, je ne peux pas ne pas écrire en écriture inclusive.
C'est-à-dire que c'est pas pour faire joli, ou parce que c'est actuel, ou parce que c'est comme ça qu'il faut être féministe, ou je ne sais quoi. C'est que je m'adresse, enfin, littéralement, je suis quasiment parti dans une intention presque qui pourrait paraître sacrilège. C'est Dieu, je l'écris avec D-I-E, étoile, E. C'est-à-dire que Allah n'a pas de genre. Il y a un travail que j'ai fait du coup avec des islamologues, des femmes imams, etc., pour travailler justement cette question du genre humain attribué à la déité, etc. Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique de travailler avec ce genre de position et de positionnement en tant qu'artiste ou en tant qu'écrivain, auteur, autrice. Euh, donc, tout ça pour dire, pour revenir à la promo de Blast, c'est que Blast sont deux personnes absolument incroyables que j'ai pas eu à choisir. En fait, c'est une rencontre qui s'était déjà faite auparavant par les luttes militantes, mais aussi par les appétences pour les poésies qui nous allaient. Les personnes aussi qui étaient publiées chez Blast avant moi, qui sont principalement d'ailleurs des femmes racisées, des personnes queer racisées, etc., sont des personnes dont je respectais aussi le travail et la poésie et le travail d'édition de la part de Karima et Sol, de mes éditrices. Et en fait, la grande découverte que j'ai faite, contrairement à Le Duc pour Amour, c'est la grande découverte que j'ai faite avec Édition Blast, c'est qu'il est possible d'être qui on est et d'écrire comme on veut, comme on le souhaite, et qu'il y ait un travail d'édition sur mon travail pour l'amener à son résultat final que moi je ne vois pas encore en tant qu'auteur, mais sans dénaturer le propos, sans que ça vienne polisser, sans que ça vienne édulcorer, sans que ça vienne ternir mon propos, sans que ça vienne l'amputer non plus. Et ça, c'est vraiment une masterclass de leur part, parce que elles sont arrivées à vraiment ne jamais éteindre les feux. Elles ont réussi à justement foutre l'incendie, mais d'une façon qui ne me consumait pas, d'une façon qui me faisait brûler, qui me faisait briller, mais qui ne me consumait pas en tant qu'auteur. Il n'y avait pas un travail incroyable à faire après l'envoi du manuscrit, mais toutes leurs remarques étaient extrêmement bien ficelées et je les ai plus ou moins comprises avec le temps, ces remarques-là. Donc le travail d'édition, il est magistral. L'accompagnement, en fait, c'est une maison d'édition qui est, disons, pas stable financièrement, qui n'est pas extrêmement diffusée partout comme pourrait l'être Hachette ou je ne sais quoi, qui n'est pas non plus extrêmement connue, qui est placée et positionnée politiquement, donc subversive, mais moi, en tant qu'auteur, j'ai voulu m'associer à ça. Pour moi, je préfère des personnes avec qui j'ai une entente, avec qui je vais pouvoir être libre de d'écrire ce que je veux, mais avec leur travail d'édition, plutôt que de me faire distribuer par Bolloré. Déjà, c'est de moins en moins possible pour moi. Enfin, déjà, le Duc ne fait pas partie indépendante. Et c'était important pour moi. C'est pareil pour Blas. J'ai pas envie de souscrire au régime des milliardaires de Bolloré, de Pierre d'Orsterin et de toutes ces figures du fascisme d'extrême droite qui font en sorte que voilà, l'horreur arrive bientôt. Et je crois que c'est important de s'associer en tant qu'auteur aux personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et pas seulement les entreprises, les maisons d'édition qui vont nous faire vendre le plus de bouquins. Parce que je pense que quand un bouquin est bon, il finit par être connu. Ça ne veut pas dire que tout de suite, là maintenant, à la rentrée littéraire, il va faire pouf, et bam, il va gagner le Renaudot, et puis lui, il va avoir le Goncourt. Moi, justement, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très précieux à
contrer le temps capitaliste, à revenir au rythme de la poésie, de l'émerveillement, de la contemplation, de l'action aussi, mais en reprenant un rythme qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de la beauté de la littérature. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, je ne sais pas si la salle a des questions, mais... Oui, c'est une excellente question. Alors, je vous recommande vivement de lire un livre qui s'appelle Joie militante de Carla Bergman et Nick Montgomery, qui est un livre qui m'a justement beaucoup inspiré bien avant que j'ai l'idée d'écrire le recueil. La joie militante est effectivement un moteur absolu de l'action pour moi. Je pense que c'est ce qui nous donne espoir, parce que en fait, la tristesse et la morosité de ce qui se passe dans le monde n'est pas un moteur. La colère est un moteur, mais la tristesse, c'est juste ce qui nous ternit dans nos propres humeurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, hein. Il faut absolument enlacer chaque moment d'émotion tant qu'on en a encore, puisqu'on est aussi anesthésié par les images terribles qui viennent de partout. Je pense que la joie militante, elle est essentielle parce que justement, elle vient dire « Tu crois que tu m'as écrasé, mais tu avais oublié que j'étais une graine. Je vais repousser bien fort et je vais te rironner. » Ça, là, c'est la phobie du fascisme. Le fascisme, il nous veut tristes. Il nous veut non révoltés. Ils nous veulent quand on baisse la tête, quand on s'exécute. Et je crois que prendre la parole, écrire, manifester, prier, ce sont des insurrections. Ce sont des révoltes plutôt tendres, douces, etc. Mais ce sont des formes de révolte qui nous permettent des formes de joie. Le bonheur, pour moi, c'est vraiment le meilleur subterfuge du capitalisme, c'est-à-dire nous faire croire à quelque chose, tous, autant que nous sommes, qu'on ne pourra jamais atteindre, puisqu'on ne peut pas sentir le bonheur constamment. Mais en revanche, la joie, ça, on peut. Et dans les études islamiques, on a vraiment ce concept aussi de l'farha. La joie, c'est aussi ce moment vraiment voilà, de retrouvailles, de sourire, de bonheur, de partage. Là, par exemple, pour moi, Ramadan, c'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Voilà, on ne peut pas l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah putain, c'est Ramadan, je suis désolé pour toi, ah c'est chiant, etc. Tu vas pas manger, etc. » Bah oui, mais moi, c'est un moment de joie. Vraiment. Et quelque part, les gens qui me disent ça, c'est pas que des athées, etc. Il y a aussi des personnes musulmanes qui me disent « Ah putain, je me donne demain, putain. » Et je dis « Mais déjà, l'intention, enfin, après, je vais pas faire un truc de religion, mais en tout cas, moi, ça me met en joie parce que aussi j'ai choisi. En fait, j'ai choisi. Je fais le choix et je dis, je suis en joie d'être vivant. C'est un miracle. Je suis un miracle ambulant puisque Allah m'a créé comme ça et boum, 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 boum. Jess Baldwin disait, je ne peux pas être pessimiste puisque je suis en vie. Et je crois que ce phénomène-là de la joie, il est tellement radical, c'est-à-dire à la racine de notre être. Ces vidéos qu'on regarde sur les chiots qui tombent ou les bébés qui rigolent, etc., ça nous met en joie. Retrouver nos potes qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, tous dans un week-end, ça nous met en joie. Savoir que un peuple entier pourrait être libéré bientôt, ça nous met en joie. Il faut cultiver ce jardin de la joie, puisque c'est exactement là qu'on arrive à mobiliser les ressources de l'action collective. Très bien. Et ben, en tout cas, merci à tous de vous être déplacés. Nous, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à préparer cette rencontre. Enfin, parce que là, Issa et moi, on a présenté, mais derrière, c'est toute la classe qui
qui a lu, participé à la sélection de l'auteur et qui a écrit les questions. Merci beaucoup, du coup. Voilà. Et, vous avez bon goût. Et puis voilà, merci de vous être déplacé aussi. Merci, mais c'est avec plaisir.